Vol de carburant de CEP Congo, non loin de ces installations de Massina Petro Congo, des malfrats ont été appréhendés et répondent déjà de leurs actes en procédure de flagrance à suivre tout à l'heure. À suivre également le quartier Pakadjouma honoré par la visite de la présidente de l'Assemblée nationale, une approche de proximité pour Janine Mabunda qui a prêché l'unité à cette population particulière. Encore une fois de plus, bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du soir sur la nationale. Bienvenue aux 20h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi, comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des ministres. La 49e de la série s'est penchée sur plusieurs questions d'actualité, notamment la préfiguration de l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2020. On fait le point avec Guylain Kabalundi, Coco Molicho et David Makantou. Après l'ouverture le 15 septembre dernier de la session budgétaire au Parlement, le gouvernement est au pas pour élaborer et déposer dans le délai le projet de loi des finances de l'exercice 2021. C'est ce vendredi, lors de la 49e réunion du Conseil de ministres dirigée par vidéoconférence par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-premier ministre et ministre du Budget a présenté aux membres du gouvernement la préfiguration de l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2021 pour examen et adoption. La situation de la pandémie de la Covid-19 qui a impacté négativement sur les finances publiques en 2020 et autres épidémies en RDC a été évaluée au cours de cette réunion hebdomadaire. Convié à cette rencontre, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait part aux membres du gouvernement de la situation récente sur le marché d'échange. Au point d'information, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a exposé sur l'état et l'administration du territoire, ceci avant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui, lui, est revenu sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. À noter que le relevé des décisions de la 48e réunion du Conseil de ministres du vendredi 11 septembre 2020 a été approuvé lors de cette réunion. Je le disais en début du journal, vol de carburant de CEP Congo, non loin de ces installations de Massina Petro Congo. Nous sommes là, ici à Kinshasa. Des malfrats ont été appréhendés. Ces présumés voleurs sont déjà devant leur juge naturel depuis hier en procédure de flagrance et la sentence est attendue sous peu. Betty Amani nous en dit plus. Un réseau de voleurs de carburant de CEP Congo est tombé dans les filets de la police nationale congolaise ce 16 septembre à 23h à Massina Petro Congo, non loin des installations de cette entreprise. Ces 21 présumés voleurs, dont 4 policiers, transférés au parquet d'Ndjili, ont été déférés au tribunal de grande instance d'Ndjili par le procureur de la République, Jéringenda Makwala. Ils comparaissent en procédure de flagrance. Ces inculpés ont été surpris en flagrant délit en train de voler les carburants dans les pipelines de la CEP Congo à Massina Petro Congo. Il s'agit d'une entreprise criminelle qui a commencé depuis longtemps, composée de personnes qui se connaissent très bien et qui exécutent leurs besognes à des endroits précis et connus par eux-mêmes, Monsieur le Président. L'audience publique se poursuit en procédure de flagrance. Cette pratique constitue un véritable manque à gagner pour cette entreprise pétrolière et traduit sous une forme le coulage des recettes. À la justice de faire son travail. Et la présidente de l'Assemblée nationale, dans sa nouvelle approche de proximité, est allée à l'écoute de la population du quartier Pakadjouma. Nous sommes là à Limete, une population qui vit dans des conditions précaires. Pas de logement décent, pas d'eau ni d'électricité. À cela s'ajoute l'insécurité criante. Janine Mabunda en a profité pour prêcher l'unité. On fait le point avec Sylvie Mouembo. Le soleil accablant de ce vendredi 18 septembre 2020 n'a pas entamé la détermination de la présidente de l'Assemblée nationale d'aller à la rencontre des habitants des quartiers Kawele et Pakadjouma dans la commune de Limete. Ces deux quartiers de Kingaboua où précarité et promiscuité vont bon ménage avec des conséquences qui s'en suivent. Janine Mabunda Lioko a prôné la cohésion et l'unité avant d'être à l'écoute des habitants. Nakagi makambo misatu
En arrivant ici, j'ai retenu 3 choses. Il y a manque de logements décents. Il y a problème de l'insécurité. La desserte en eau et électricité pose problème. Merci. On nous a toujours prêché l'unité nationale, nous, les Bangala. Elle a ramené dans sa judiciaire tout ce que ses habitants avaient besoin pour partager avec leurs familles respectives, des vivres et autres denrées de première nécessité. La présidente de l'Assemblée nationale a noté l'ensemble de leurs doléances et a promis de saisir le gouvernement pour des solutions durables. Un forum sur l'identité nationale va être organisé en novembre prochain au Nord Kivu. Les jeunes du Lualaba ont obtenu le soutien du chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba pour cette initiative. C'était à l'issue de leur rencontre à la primature, nous disent Françoise Bouelabouaki et Pompomba. Le Lualaba se met en pole position pour défendre l'unité nationale et combattre le tribalisme. La jeunesse de la province que dirige Richard Mouyej-Manguez-Mans a organisé en août dernier un forum de la jeunesse sur la paix et le rôle que doivent jouer les jeunes dans la constitution de l'État-nation. Sa délégation représentant toutes les sensibilités est donc venue remettre au chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba le rapport des travaux. Il y a eu bien des recommandations qui ont été formulées et ces recommandations, on devait les déposer auprès des décideurs. Et parmi les décideurs, il y a les premiers ministres auprès de qui nous avons déposé notre rapport dans lequel nous sollicitons beaucoup de choses, notamment le grand forum qui aura lieu au mois de novembre au Nord Kivu et qui portera sur l'identité nationale. Et c'est un appel qui est lancé à tous les jeunes, qui est l'heure et à l'esprit de dialogue. C'est ici que tous nous devons développer l'ADN de l'éthique de la nouvelle citoyenneté et appeler les uns et les autres à vivre ensemble. Et le chef du gouvernement n'a pas hésité un seul instant à donner son accord, à donner son adhésion pour nous accompagner dans la résolution de bien des recommandations qui ont été donc formulées. Et il s'est dit satisfait de voir que le Lualaba a donné le ton et il a renforcé ce ton. Et ça nous fait chaud au cœur de maintenir cet élan, de travailler main dans la main et de prêcher l'amour du prochain, les vivre ensemble et de couper le cordon du tribalisme et mettre fin à tout ce qui nous divise et hisser haut les couleurs de la RDC. Selon Feli Moubenga, qui a conduit le groupe, le Premier ministre, très à l'écoute, n'a pas hésité de démontrer son attachement à la jeunesse, tournée vers la construction et non la haine et la division. La réunion bilatérale de défense et de sécurité RDC-Angola clôturée le 16 septembre dernier à Luanda a été sanctionnée par la signature de 2 accords de coopération en matière de sécurité et ordre public et sur la circulation des personnes le long de la frontière commune aux 2 États. La délégation congolaise a été conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. C'est un reportage de Ricky Nzuziloya sur les images de Ibrahim Chakou. 72 heures pour palper les questions de la défense et des sécurités. Luanda, la capitale angolaise, a offert son hospitalité à la délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, et son collègue de la défense, professeur Emengo Imukena, venu participer aux travaux de la réunion bilatérale RDC-Angola tenue du 14 au 16 septembre 2020. Dans leur suite, les gouverneurs des 4 provinces limitrophes avec l'Angola, le Kasaï central, le Lualaba, le Kwango et le Congo central. Tout a commencé par les échanges entre experts de 2 pays. Ils ont examiné à fond la situation sécuritaire le long de la frontière commune. À l'issue de ces travaux, le vice-premier ministre
ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Nkashama Malamba, et le ministre angolais de l'Intérieur, Eugenio Laborino, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'intention en prévision de la mise sur pied de la commission mixte défense et sécurité prévue à Kinshasa en janvier 2021. Les décisions prises visent entre autres l'éradication, sinon l'atténuation des crimes frontaliers. Les documents juridiques également signés qui accompagnent ces accords prennent en charge le sort des réfugiés angolais et congolais, la libre circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la lutte contre les braconnages et la déforestation le long des frontières communes. Notre présence en ces lieux s'inscrit dans la vision de nos deux chefs d'État. J'ai cité Joao Lourenço de la République d'Angola et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, à qui je rends un grand hommage bien mérité et qu'il ménage point d'effort pour resserrer davantage, et c'est de manière permanente, nos liens séculaires d'amitié et de fraternité. Lorsque nous considérons la longueur de la frontière commune, 2511 km, comme nos experts l'ont transmis, que nous avons en partage, ainsi que le nombre de voies ou pistes d'accessibilité à nos deux pays, il y a assurément lieu de justifier l'incontournabilité de cette assise. Le vice-premier ministre a également annoncé la mise sur pied d'une task force au sein du ministère de l'Intérieur. C'est pour veiller à l'application des décisions prises à la bilatérale de Luanda. Les avancées diplomatiques en matière de sécurité le long de la frontière commune Angola-RDC ont été également saluées par le ministre angolais de l'Intérieur. Enfin, les deux parties ont attiré l'attention de la presse tant nationale qu'internationale à se constituer en bon relais face à ces accords dans l'unique but de promouvoir la paix, la stabilité et le développement de deux pays. Une délégation du Bureau central de coordination BCECO a effectué une visite d'inspection dans quelques écoles de la capitale construites ou réhabilitées dans le cadre du projet 1000 écoles, ce en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021. C'est un reportage de Chantal Okoloba. La rentrée scolaire 2020-2021 approche et les différents partenaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'activent déjà pour un retour paisible des élèves sur le chemin de l'école. C'est notamment le cas du Bureau central de coordination, dont l'essentiel des activités porte sur l'aménagement des infrastructures scolaires viables en République démocratique du Congo. Le comité de pilotage a inspecté l'Institut technique agricole, le P1 et 2 Mampuka d'Enjili, en passant par l'EP Mokali et l'EP Mbono à Kimbantik. Premier qui est d'assurer l'enseignement même dans les endroits les plus reculés est assuré. Nous n'avons pas que pour objectif de nous occuper des enfants qui sont dans les centres urbains et qui sont le mieux lotis. Ça, c'est d'ailleurs l'expérience qui prouve que le souci du chef de l'État. Déjà, la perspective heureuse de la rentrée certaine dans ces établissements scolaires constitue un motif de grande satisfaction pour les bénéficiaires et les directeurs des infrastructures scolaires de l'EPST, Éloi Kumbo. Vous savez qu'actuellement, il y a eu au moins 4 millions d'élèves qui ont réintégré les circuits de l'école. Donc, ça fait déjà partie des solutions qui sont apportées par le gouvernement. La qualité des bâtiments sont très efficaces, très impeccables. Les conforts, les conditions, les enfants étudient dans de très bonnes conditions. Le BCECO est une institution sous tutelle du ministère des Finances et les agents d'exécution des projets de développement du gouvernement de la République accompagnent les programmes du chef de l'État dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement des bases.
La ministre d'État et ministre du Genre, Enfants et Famille est allée au chevet des infirmières victimes de viol à Kisanso. Béatrice Loméa a également remis des fournitures scolaires à quelques orphelinats de la capitale. Yvette Makoutima nous en dit plus. 2 infirmières victimes de viol dans un hôpital à Kisanso, l'indignation était totale. En première ligne, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, qui suit de près la prise en charge de ces infortunés, est allée se rendre compte de l'évolution de la prise en charge sanitaire et psychologique. Geste apprécié par l'Association nationale des infirmiers du Congo. Nous demandons que le gouvernement fasse quelque chose pour ces filles qui ont travaillé bénévolement, sans être payées. Et maintenant, voilà, on les paye à monnaie de singe par les violeurs. Le gouvernement doit faire quelque chose pour les Koulounans. Nous sommes là pour dire que trop, c'est trop. Elle est répartie de l'orphelinat Pauline Albinos avec une idée en tête, revenir pour répondre aux besoins en vue d'améliorer les conditions de vie des pensionnaires. La voici des retours. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Loméa Tilité, a remis des matelas et lits qui manquaient cruellement à ces orphelins, ainsi que des kits scolaires en prévision de la rentrée des classes. Les albinos, ce sont les enfants congolais comme les autres. Et dans la responsabilité que j'ai d'assurer la protection de l'enfant, tant que nous pouvons, nous essayons de prêter main forte. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis revenu, moi-même en personne, pour effectivement livrer quelques lits, quelques mousses, mais aussi on est à la période de la rentrée scolaire. Il fallait trouver des fournitures scolaires pour des enfants dont la plupart vont aller à l'école. Les nécessités, on en compte dans toutes les couches sociales. Les programmes Tendre Regard et Cœur Ouvert de l'Association des femmes chinoises au Congo s'ajoutent sur la liste des bienfaiteurs. La patronne du genre, qui a servi d'exemple, a présidé la cérémonie des remises des kits scolaires et fournitures du bureau pour les cœurs enseignants de la capitale. Et le ministre de l'Environnement et Développement durable poursuit sa mission de sensibilisation dans le Grand Katanga. Après le Haut-Katanga, Claude Nyamugabo est arrivé à Kolwezi dans le Lualaba. Objectif, inspecter l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Commentaire Lopez Kakuba. Après le Haut-Katanga, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, s'est rendu à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. C'est pour inspecter avec ses services techniques l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, sensibiliser toutes les couches professionnelles, confessionnelles, sociales sur l'implémentation du programme Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 et surtout faire l'état des lieux de l'exploitation forestière dans l'ex-Grand Katanga où la problématique de la coupe et commercialisation du bois rouge fait couler beaucoup d'encre et de salive. Faire une inspection de l'exploitation, de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement et également sensibiliser le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale. Les ministres étaient reçus par le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, et par la suite par le gouverneur Richard Mouyej. Ils ont effectué une descente sur les terrains. Le ministre de l'Environnement s'est dit très favorable aux investissements en RDC afin d'améliorer le vécu quotidien de la population, insiste également sur le respect des normes et prescrits légaux en vue de la protection de cette même population. Claude Nyamugabo et Richard Mouyej, qui ont constaté des irrégularités dans certaines concessions minières susceptibles de polluer la nappe phréatique faute de la pose de géomembranes à des fissures au niveau des différents bassins de décantation, prévoit de rencontrer tous les exploitants miniers afin de les sensibiliser sur la nécessité de la protection de l'environnement. Au budget, le vice-ministre Félix Momat a échangé avec le président de la commission PAJ du Sénat. Au menu, la prime de risque des médecins et la prise en compte du personnel non payé de l'université du Haut-Ouélé. D'autres précisions avec Cédric Keninambo. Prime des risques, conditions de travail des médecins sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi la paye du personnel administratif de l'université du Haut-Ouélé. Ces sujets étaient au centre des échanges entre les vice-ministres du budget, le professeur Félix Momat Kitenge, et le président de la commission PAJ du Sénat, l'honorable Jean Bakomito. Ces derniers a félicité le gouvernement de la République à travers les ministères du budget pour les efforts fournis dans la paye des primes des médecins.
S'agissant de l'université du Haut-Ouélé, le sénateur Jean Bakomito a plaidé pour la paie du personnel administratif. Les processus évoluent très bien, mais il se pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est que l'on ne tient plus compte de l'ancienneté et les médecins sont alignés de fois sur base des recommandations. Notre université soit prise en compte dans les volets infrastructure et la question de paie pose encore problème. Et nous avions discuté, le vice-ministre a été très réceptif. Juste après, le vice-ministre du budget a reçu le sénateur Ntumbamboui, venu poser les problèmes de nouvelles unités de l'administration publique dans le Kasaï. En tant que représentants des provinces, nous sommes venus rencontrer M. le vice-ministre pour lui présenter quelques desiderata parce qu'il est inconcevable qu'il y ait des gens qui travaillent en province mais qui ne perçoivent pas leur salaire, ça ne se conçoit pas. Nous avons reçu plusieurs plaintes, c'est comme ça que j'ai dit solliciter cette rencontre. Et là, nous venons de prendre langue avec lui. J'espère qu'il pourra transmettre nos demandes à sa hiérarchie pour pouvoir trouver la solution dans les jours à venir. Le vice-ministre du budget s'est montré réceptif et a promis de s'impliquer personnellement pour des solutions urgentes. Les conflits de compétences et dysfonctionnements au sein de l'administration publique du Tanganyika a nécessité l'arbitrage du ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, a échangé avec plus de 200 agents de carrière des différents services publics, tous secteurs confondus, à Kalemi. José Paitambo. Cette séance de travail, Yolande Ebongo Bosongo l'a voulu pour éclairer la lanterne des cadres et des agents de l'administration publique. La province du Tanganyika, issue du démembrement du Grand Katanga, fait aujourd'hui face au conflit des compétences qui mine dangereusement son administration et, si l'on y prend garde, risque de plomber les efforts visibles, œuvre de l'exécutif provincial. Face à cette situation, le ministre de la fonction publique a sa thérapie. J'envisage de le mois d'octobre prochain organiser un atelier résidentiel sur la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique dont les travaux préparatoires sont en cours. Les résolutions qui en résulteront orienteront la ligne de conduite quant à la survie ou non du mécanisme des guichets uniques. Le Tanganyika, à l'instar des autres provinces démembrées, a besoin du sang neuf pour booster son administration. Les jeunes professionnels, admis récemment sous statut, sont mieux outillés pour ce faire. Il y a un travail qui est en train d'être fait avec la hiérarchie de la province pour voir dans quelle mesure valoriser cette espèce au sein de l'administration parce que c'est vraiment une espèce rare avec une expertise de qualité et le besoin présenté par le gouverneur de province. Je crois qu'avec cette catégorie du personnel de l'État, la province pourra trouver son gain. Profitant de son séjour dans cette partie du pays, le numéro 1 de l'administration publique congolaise a visité les divisions provinciales. Question de s'imprégner de l'environnement du travail. Nationalisme pragmatique, c'est le nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il a été présenté au rapporteur du Sénat, nous dit Sylvie Moembo. Nationalisme pragmatique, catalyseur du développement en République démocratique du Congo, tel est l'intitulé du livre remis vendredi aux députés nationaux par l'entremise du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Moussa Okalombombouyu Célestin. Écrit par le professeur Dr Kéré Tanda Kingi, enseignant à la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, cet ouvrage de 100 pages met l'accent sur le changement des mentalités pour tous en vue de bâtir un Congo nouveau de prospérité et d'épanouissement pour toutes les filles et fils de la même patrie. Je venais d'écrire un livre qui est mon 7e livre sur les changements de mentalité en RDC. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, selon moi, c'est un problème humain. Nous avons un problème d'hommes. Il faut que les Congolais changent. Et c'est dans ce sens-là que nous avons confectionné ce travail qui n'a que 100 pages et qui a des prescriptions
par rapport à la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer notre pays, pour que nous puissions aller de l'avant? C'est ça l'essentiel du livre. Ce pays, c'est un pays fantastique, c'est un pays extrêmement riche, surtout quand nous le regardons de l'extérieur, tellement convoité. Et pourtant, nous piétinons. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est impératif de détecter où est le blocage. Et pour moi, le blocage, c'est nous-mêmes les Congolais qui sommes les blocages. C'est nous-mêmes qui devons changer. Nous devons apprendre à aimer le Congo. L'hôte du rapporteur de la Chambre basse du Parlement s'est dit flatté et satisfait du feedback lui réservé par le porte-parole des élus nationaux de la 3e législature de la 3e République et croit dur comme fer qu'avec l'implication des représentants du peuple, l'ensemble de la population congolaise sera bel et bien sensibilisée sur l'impérative nécessité de changer de mentalité pour l'avènement du Congo de rêve. Projet d'implantation d'une firme australienne en industrie verte en République démocratique du Congo. La question est réunie autour du conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, un collectif des avocats impliqués dans ce projet. Reportage. Nous nous sommes entretenus autour du projet de port en eau profonde à Banana. Voilà que sur la recommandation du chef de l'État, le conseil spécial nous a reçus pour que nous puissions relever certains points qui restaient pour pouvoir enfin finaliser ce projet, que cela soit réalisé dans l'intérêt de la République et bien sûr du partenaire qui met les fonds pour la réalisation de ce projet. Alors c'est pour cela que le chef de l'État a voulu que des questions, notamment en ce qui concerne les sites, soient bien précisées. La donne sécuritaire doit être prise en compte pour que les projets ne viennent pas étouffer la sécurité, mais pour que les deux aillent de pair. Son Excellence le Premier ministre a envoyé ses représentants, en fait, les juristes qui travaillent dans son cabinet, le ministère des Finances, le ministère des Transports et des portefeuilles, qui font partie des signataires de la Convention. Les jours à venir, on va entrer en contact avec DPWED et avec les cabinets franco. Un avenant qui a déjà été signé par les ministères Transport, Portefeuille, Finances et autres. La vision du président de la République aujourd'hui, c'est d'avoir un port multimodal. Et nous avons besoin d'avoir aussi un terminal pétrolier, céréalier, agricole, minier, pas même en vrac. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une route de négociation qui est ouverte pour les potentiels intéressés. Je suis parti aussi à Banana avec les investisseurs australiens qui sont aussi intéressés, n'est-ce pas, pour avoir un terminal qui va servir comme la plateforme pour import-export de produits qui seront transformés ici sur place en RDC. Direction Sud Kivu, au moins 50 personnes ont péri lors de l'éboulement de la mine d'or de Kamituga. Après les 3 jours de deuil décrétés par la province, un culte d'action de grâce a été organisé pour rendre un hommage mérité aux victimes. C'est un commentaire de Lissi Lavi Chisenda. C'est tout le territoire des Mwenga qui s'est déplacé vers le lieu de culte en hommage aux âmes arrachées brutalement à leur affection. Chacun ici connaît au moins une des victimes de l'éboulement qui a emporté environ 50 vies le vendredi 11 septembre dans la mine d'or D3 de Kamituga au sud Kivu. Tristesse, angoisse, révolte, incompréhension, des sentiments palpables au cours de cette cérémonie organisée après 3 jours de deuil à l'initiative de l'Ousoulega général. Le message du célébrant, le pasteur Boulambo Lembelembe, est tiré de l'amour qui est une force pour dépasser tout autre sentiment provoqué par la perte des êtres chers. Certains ont exprimé leur mécontentement suite au drame. C'est avec un grand regret, une dernière émotion que nous sommes là. Nous devons voir dans quelle mesure encadrer la jeunesse qui est là pour que cette jeunesse puisse trouver des opportunités autres que d'aller et de dépendre toujours de ces gisements miniers. Ceux qui sont morts dans les puits d'or là, ce ne sont pas seulement les fils des Mwenga, mais ce sont les fils de cette république. C'est ainsi que nous voulons à ce que ça soit de la part du gouvernement provincial, qu'ils prennent les responsabilités pour que pareille situation ou drame ne puisse plus se répéter.
Sur le terrain, les recherches ont permis de retirer au moins 20 corps des décombres inhumés le lundi 14 septembre dernier. Suite à cet accident, le gouvernement central a décidé de suspendre l'exploitation minière artisanale dans la zone de Kamituga. Question d'éviter que pareil accident se reproduise. Dans la province de la Chopo, l'hôtel Congo Palace sera bientôt opérationnel. La confirmation est de la directrice générale de la CNSS, Agnès Mouad, qui revient d'une mission d'évaluation du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de cet hôtel. C'est un reportage de Robert Ndaye Chisense. Hôtel Congo Palace à l'architecture typique situé au croisement des avenues de l'église et des antennes en plein cœur de la commune de Makiso à Kisangani est prêt pour son inauguration. Assurance de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Agnès Mouad, en visite d'évaluation du niveau d'exécution des travaux de cet édifice à Kisangani dans la suite de la ministre d'État, Néné Ilunga Nkoulou. Nous avons pratiquement terminé. L'hôtel est presque fini. Et là, nous attendons maintenant qu'on nous fixe seulement les délais pour que nous puissions ouvrir. Son pavé en marbre pour les halls et en bois de benne pour les chambres, sa décoration intérieure en papier peint, fruit d'un designer exemplaire, fait de cet hôtel sa particularité. Il y a un mixage des cultures, si nous pouvons le dire. Donc, si vous regardez bien l'hôtel, nous avons voulu que la culture africaine puisse se retrouver à côté de la culture européenne, asiatique, ainsi de suite. Le confort de Congo Palace fait de ces bijoux un hôtel 5 étoiles, jamais comparable dans le pays, avec ses chambres simples, des suites juniors et une suite présidentielle. On n'a pas un ouvrage pareil en République démocratique du Congo. Et ça, je peux vous le dire. Si aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale est comptée parmi les entreprises congolaises qui fonctionnent à la satisfaction de son personnel, c'est grâce aux efforts et à la volonté du comité de gestion piloté par une dame de fer. La femme a un rôle à jouer dans la reconstruction de la République démocratique du Congo. Il y a des gens vraiment qui pensent que la femme ne peut rien faire dans ces pays, mais non. Aujourd'hui, nous avons vu, comme nous l'avons toujours dit, qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont réalisé beaucoup de choses à des différents postes de responsabilité. En tant que femme mandataire, je ne peux que m'enorgueillir aussi. Elle lance un message au gouvernement de la République pour satisfaire la population de Kisangani. Nous disons seulement au gouvernement que la CNSS a fait son travail. Nous avons terminé l'ouvrage qui est là et nous attendons maintenant qu'on puisse nous fixer la date de l'inauguration. Et je crois que c'est l'objet même de la mission de Madame la ministre. Pour lier l'utile à l'agréable, la direction générale de la CNSS a convié la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou, les gouverneurs ad intérim de la province de la Chopo et les autres invités de marque à un dîner dans ces somptueux restaurants avec ses menus au goût de Kisangani. Une fois le dîner terminé, une visite guidée les a conduits dans les lunch bars. Tout se termine bien sans incident et le prochain rendez-vous, c'est l'inauguration de l'hôtel Congo Palace. Un bateau des établissements Nasser a accosté à Kinshasa en provenance de Kasaï avec à bord des produits de première nécessité pour approvisionner justement la ville de Kinshasa. C'est un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie dans le secteur de transport fluvial. Question de stabiliser le prix de biens de grande consommation sur le marché quinois. C'est un commentaire de Guy Blaise Kitiki. Dans le souci de réduire les effets de la crise économique liée à la Covid-19, afin de maintenir les prix sur le marché, le Fonds de promotion de l'industrie a décidé d'appuyer les opérateurs économiques dans les secteurs de transport fluvial et commerce en approvisionnant la ville de Kinshasa et l'arrière-pays en produits de première nécessité. Les établissements Nasser viennent d'approvisionner le marché de Kinshasa en maïs en provenance d'Ilebo vendu au prix le plus bas. L'appui est tellement très nécessaire parce que vous savez, il y a eu beaucoup de carences en produits agricoles dans la ville de Kinshasa. Avec l'appui du FPI, ça fait quelque chose. Parce que vous savez, je ne suis pas seul. Nous avons été au moins 4 armateurs qui ont été financés. Et nous tous, chacun a amené quelque chose pour approvisionner la ville de Kinshasa. Peu avant d'accoster à Kinshasa, les cités de Mangaï et d'Ilebo dans le Kassai ont été approvisionnées en produits de base. Le sucre, le sel, le lait, le biscuit, des tôles et des motos. Une satisfaction des habitants de ces cités.
Promouvoir les valeurs culturelles, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Isoko qui regroupe les Tutsis de la République démocratique du Congo. La sortie officielle de cette association a eu lieu le mardi dernier. Commentaire. C'est au Fleuve Congo Hotel, dans la capitale congolaise Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie de sortie officielle des activités de la mutualité de la communauté Tutsi en République démocratique du Congo à travers l'ASBEL Isoko qui veut dire en Kinyarwanda source. La cérémonie intervenue ce mercredi 16 septembre a connu la participation de différents invités au nombre desquels des personnalités notamment politiques outre les membres de l'ASBEL. La République démocratique du Congo, c'est 450 ethnies et les Tutsis de la RDC sont parmi celles-là. Dans son allocution du jour, son président national, l'honorable Edouard Mwangachouchou Izi, qui a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son ouverture, tolérance et équité basée sur l'état de droit, a rappelé le but poursuivi par l'ASBEL Isoko. La promotion de la concorde, de la paix entre toutes les communautés formant la nation congolaise pour soutenir l'action gouvernementale visant l'établissement de la paix du pays. La promotion des activités socio-économiques à travers le pays pour appuyer les autorités de la République démocratique du Congo, lutte contre la pauvreté et le développement économique. Les Tutsis de la République démocratique du Congo sont originaires de Minembwe, Rutshuru, Masisi et Goma. De ce fait, l'ASBEL assure les communautés sœurs du Grand Kivu et celles des autres provinces du pays de la bonne foi et disponibilité de ses membres pour collaborer. Président provincial Edi Garambe, dont le comité a été également présenté, l'a rappelé. Nous sommes le comité de la ville-province de Kinshasa. Nous vous garantissons que nous allons vivre dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité, dans l'amour, chose qui nous a toujours tous caractérisés dans ce pays depuis les années indépendance jusqu'à aujourd'hui. Invités, plusieurs acteurs politiques présents ont eu droit à la parole devant l'assistance de Marcelin Sichambo, Julien Paluku, Patrick Mouyaya ou encore Moïse Nyarugabo. Tous ont prêché la cohésion nationale, prônant l'unité des Congolais pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est donc par cette note musicale que nous bouclons cette édition. Madame, Messieurs, au nom de la grande équipe coordonnée par Cédric Enina sous la plume de Patricia Ongou, je vous dis merci infiniment de votre fidélité qui nous honore. Restez branchés sur la RTNC car l'actualité ne s'arrête jamais. 22h, Lopez Kakouba. Passez un excellent week-end en respectant les gestes barrières. Au revoir.